L'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Les Américains ont plus de médailles au total, soit 126. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a parlé sous sport et géopolitique et c'est dans le cadre de série que on a fait pour été, mais qui était collé tout avec actualité puisque Jeux olympiques d'été 2024 yo fini 11 août 2024. C'est 2 semaines de Jeux dans Paris. C'était ancrage pour tout le monde qui aime sport, pour le public là en général. Et pendant tout Jeux olympiques ça yo gagné 850 médailles que athlètes yo remporté, athlètes qui sorti dans 85 pays. C'est donc occasion pour nous parler de géopolitique et sport. Tout était génial, c'était spectaculaire, on a vraiment adoré. C'est un bail qui piti, nous connaissons ça, un gros aspect géopolitique. La donne, c'est un gros phénomène mondial depuis 19e siècle. Sport moderne, c'est un terrain que divers acteurs voulaient monter sous lui. Il parlait tout de diplomatie dans affaires sport et c'est une question essentiel lié d'après spécialistes. Sport la ouvri fenêtre pour moun comprendre intention chaque état gagnant qui possibilité pour à travers le sport ou river diminuer possibilité pour faire la guerre mais ou capable poursuivre même objectif yo à travers sport là tout en somme très souvent. Pour comprendre ce qui a passé dans le niveau géopolitique, il faut regarder ce qui a passé dans le sport. Et terrain Jeux olympiques 2024 dans Paris, c'était une occasion pour analyser ça au fait. Je dis, c'est Lucas Aubin, directeur de recherche dans l'Institut Relations internationales stratégiques, qui a partagé divers aspects analyse avec nous sous place sport, en question géopolitique. Officiellement, le mouvement sportif se veut autonome et indépendant. Diverses entités telles que les fédérations locales et internationales, les équipes nationales et les organes de régulation mondiaux s'efforcent de séparer le sport de la politique dans ce que l'on appelle la neutralité et l'apolitisme du sport. Le but est d'empêcher qu'il ne soit totalement capturé par qui que ce soit. Cependant, il est indéniable que le sport moderne est l'objet de l'ambition de nombreux acteurs, puissants ou moins puissants, globaux ou atypiques. Il est
essentiel pour toute aspiration à la puissance. Les raisons de cette importance sont multiples. Aujourd'hui, la puissance militaire seule ne suffit plus à s'imposer durablement. Elle doit être accompagnée d'efforts pour séduire, attirer et rayonner, notamment sur le plan sportif et culturel, compte tenu de l'hyperpopularité et de l'hyperconnectivité du monde. La course aux armements s'accompagne d'une lutte pour façonner une image et étendre une influence idéologique. C'est notamment ce que souligne Pascal Boniface dans son ouvrage Géopolitique du sport en 2014. Par conséquent, le sport occupe une place de plus en plus prépondérante en tant que, je cite, phénomène de civilisation si important qu'il ne doit pas être ignoré ni négligé par les dirigeants et les intellectuels. Cette définition vient de Christopher Pasolini. Le sport, polyvalent par nature, peut être un vecteur et un élément du soft power en raison de sa popularité et de son symbolisme en tant qu'expression de la puissance contemporaine. Il contribue à la création de l'image de marque d'une nation, dans ce qu'on appelle le nation branding, à son édification et à son unité, ce qu'on appelle le nation building. De plus, il peut servir d'instrument de sharp power, c'est-à-dire qu'il peut viser à semer la confusion chez ses adversaires par le biais de la désinformation. À l'ère de la mondialisation et de l'importance croissante des opinions publiques, en particulier à travers les réseaux sociaux, la domination et l'exercice du pouvoir passent par la projection, l'exposition et la présence médiatique. Le sport n'a donc pas d'équivalent en termes d'influence globale. Il est ce qu'on pourrait appeler une arme de séduction massive inégalée. Il est également une clé de la connaissance des sociétés et de fait, il constitue ce que Norbert Elias et Eric Denning appellent un laboratoire privilégié pour réfléchir aux rapports sociaux et à leurs évolutions. C'est pourquoi les dynamiques géopolitiques dans le domaine sportif ont considérablement évolué au cours de ces 30 dernières années. Cela s'explique en partie par la volonté des BRICS, donc les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et d'autres acteurs émergents de monopoliser la scène sportive internationale en organisant la majorité des événements sportifs de premier plan. Le sport est désormais un véritable instrument géopolitique, comme le soulignait déjà Yves Lacoste en 1993, et sa force découle en grande partie de sa capacité à exprimer et à magnifier ce qu'on pourrait appeler la puissance de l'imaginaire. Les nations l'utilisent pour exister sur la carte et diffuser leur modèle à l'échelle mondiale, devenant ainsi essentiel pour s'affirmer et s'imposer. Certains dirigeants exploitent son effet cathartique pour maintenir le contrôle sur leur propre population, tandis que certaines entreprises y voient une opportunité commerciale. Aujourd'hui, aucun État ne néglige son potentiel. En tant que phénomène social instrumentalisé par des acteurs qui élaborent des stratégies pour le contrôler ou s'en servir, l'importance du sport dépasse largement les terrains de jeu, les compétitions et les classements. Il constitue de fait un miroir des rivalités et une composante clé de la géopolitique et des relations internationales. Illustrant un monde bipolaire pendant la guerre froide, le sport offre aujourd'hui le portrait d'un monde multipolaire et fragmenté, où de nombreux pays cherchent à faire valoir leur place. Il sert également de moyen de communication diplomatique entre les États, permettant de maintenir ou de rétablir le dialogue en période de tension. Chaque État, par exemple, utilise le sport comme un outil supplémentaire au service de sa diplomatie internationale. C'est ce qu'on appelle la diplomatie sportive ou la diplomatie du sport. Cette expression, relativement récente, est devenue un élément essentiel de la diplomatie du divertissement et de l'entertainment. La plupart des États l'intègrent progressivement à leur arsenal diplomatique. En France, par exemple, cette approche a été introduite à l'Assemblée en 2015, sous l'impulsion de la ministre des Sports de l'époque, Valérie Fournéron, qui l'a considérée comme, je cite, un outil d'avenir méritant une meilleure utilisation dans la diplomatie économique de la France et dans sa stratégie d'influence sur la scène internationale. Ainsi, le sport offre une fenêtre pour comprendre les intentions et les stratégies des États les uns envers les autres, à travers notamment l'analyse des discours et des symboles mis en avant dans divers usages politiques. Jeux olympiques 2024 en Paris qui finit 11 août, c'était une grosse occasion pour la France
pour les ramasser laurier. C'est un vrai succès pour la France. C'est une très belle publicité que le pays est arrivé bénéficier sur le plan mondial, d'après spécialiste Pascal Boniface, spécialiste en question géopolitique. L'arrivée ouais que t'es gagné rivalité entre la Chine et les États-Unis pendant Jeux ça et tout. Et c'est occasion pour nous parler sous question justement politique et sport. En général, l'idée qui dominait, c'est que sport avec politique pas marché ensemble. Et pourtant, gros institutions sportives internationales, yo, tant que FIFA, tant que CIO, yo, c'est des acteurs majeurs sous scène internationale là, yo gagnent gros influence et yo même utiliser sport tant que yon outils pour augmenter puissance à travers le monde, parce que en réalité, sous plan politique, sport là, les déterminant. Pourquoi le sport est-il devenu une arme efficace dans la guerre hybride ? Cela découle en grande partie de la contradiction fondamentale promue par le mouvement sportif qui le rend intrinsèquement adaptable. C'est ce qu'on appelle, et ce que plus précisément Jacques de France appelle, la politique de l'apolitisme. Le CIO et la FIFA, par exemple, ont érigé la politique de l'apolitisme en un mythe selon lequel le sport doit être rigoureusement séparé de la politique. C'est ce qui a été qualifié par Jean-Pierre Augustin comme étant une illusion olympique. Paradoxalement, l'apolitisme du sport, donc devenu un dogme immuable, est en réalité une volonté politique du mouvement sportif et notamment du CIO. Ce dernier est devenu aussi puissant qu'un État grâce à son influence diplomatique et économique, et il est de fait devenu un acteur politique mondial, symbolisé notamment par son statut d'observateur permanent aux Nations Unies depuis 2009. Les principaux organes du sport mondial ont ainsi créé un mythe qui ne correspond en rien à la réalité, se référant à la vision de Pierre de Coubertin, qui souhaitait lui-même promouvoir un sport apolitique. Cependant, il est devenu évident que le sport est influencé pour servir les intérêts de puissance de nombreux acteurs. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de Coubertin, c'est-à-dire la contradiction originelle qui réside entre l'intention noble de promouvoir la paix par le sport, tout en préservant son indépendance politique, et ainsi son utilisation, entre guillemets, secrète comme instrument de puissance. Cette contradiction semble insoluble, créant ainsi un oxymore. Au cœur de cette réflexion se trouve le rôle central des États-nations. Ces entités ne peuvent pas adhérer à l'apolitisme et à la neutralité, car ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du sport international. En effet, ce sont les États qui, de par leur souveraineté, désignent les athlètes qui concourent sous leurs drapeaux nationaux dans une quête continue de victoire. De plus, la lutte pour le contrôle du mouvement sportif, au sein des fédérations internationales notamment, révèle l'ambition des États de contrôler ce domaine. Le piège de Coubertin est également basé sur un autre mythe, à savoir que le sport international doit être dissocié des relations internationales. Cependant, l'histoire, implacable maîtresse de cérémonie, révèle régulièrement l'illusion de cette notion. Le sport, en réalité, est inextricablement lié au jeu de pouvoir et à la politique mondiale, que ce soit au sein de ses institutions internes ou dans les processus d'attribution et d'organisation des grands événements sportifs internationaux. La montée en puissance de la géopolitisation du sport met en évidence ces contradictions, soulevant ainsi une question cruciale. La façade de l'apolitisme sportif peut-elle résister ? Le 24 février 2022, elle s'est effondrée lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, son voisin immédiat. Le monde du sport a alors été contraint de prendre position et de sanctionner le sport russe et bélarusse dans une mesure sans précédent depuis la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90. Comme l'a souligné le président du CIO Thomas Bach, je cite, « L'invasion marque un tournant dans l'histoire de l'humanité et crée également des défis sans précédent pour le mouvement olympique. » Ainsi, avec le conflit ukrainien, la gouvernance du sport connaît une rupture historique. Les instances dirigeantes du sport se voient investies d'un rôle géopolitique majeur, tout en devant réinventer leurs fondements et en excluant, de fait, la Russie et le Bélarus du milieu sportif international. Pourtant, malgré toutes ces contradictions, le mythe de l'apolitisme persiste.
En témoigne le fait que les supporters présents à Roland-Garros en mai 2023 ont par exemple hué la joueuse de tennis ukrainienne Marta Kostyuk, qui a refusé de serrer la main de son adversaire bélarusse, Aryna Sabalenka. Ils ont jugé qu'elle ne respectait pas les principes apolitiques et l'esprit sportif, alors que son pays était en guerre. Le monde du sport est actuellement confronté à une décision cruciale. Faut-il revenir à l'ère pré-guerre, avec son apolitisme obsolète mais rassurant, ou saisir au contraire cette opportunité pour exiger que le sport se conforme à des normes éthiques et environnementales exigeantes, tout en démantelant le mythe de l'apolitisme. En d'autres termes, les instances dirigeantes du sport sont-elles prêtes à assumer les responsabilités qui accompagnent leur poids considérable dans cette nouvelle réalité ? C'est une question cruciale. Pour l'instant, le mouvement sportif mondial semble revenir en arrière en rétablissant le status quo d'avant-guerre, à savoir la neutralité. Jean-Paul Sartre avait raison en disant « Ne pas choisir, c'est encore choisir ». Ainsi, le mouvement sportif mondial semble choisir, même involontairement, de ne pas renoncer, et par là même, de servir parfois les régimes oppressants. Comme ce fut le cas avec l'Allemagne nazie en 1936, avec les États-Unis et la guerre en Irak en 2003, ou encore avec l'URSS et la guerre en Afghanistan en 1980. Jeux olympiques 2024 dans Paris, eh bien, pendant tout jeu ça, c'est 9,5 millions de billets que yo rivé vendre pour moun qui te besoin à regarder épreuve yo, diverses parties qui t'a joué. Dans le détail, nous sommes capables de dire que moun te sorti dans 222 pays pour aller chita en France pour garder jeux ça. Certainement, plus moun qui participait, qui gardait comme spectateur, c'est français qui représentait 62%. Parmi spectateurs, pays qui représentaient plus, c'est gros pays, par exemple, où joignent Royaume-Uni, ou joignent Américains, ou joignent Allemands, Belges, avec Néerlandais. Et n'a retourné pour nous joindre Lucas Aubin qui a analysé ça, nous capable de mondialisation sport là. Comment ça fait dans 4 coins le monde où gagnent les arts martiaux japonais, où gagnent le football en Grande-Bretagne, où gagnent sport américain, tout ça qui vient mondialiser jodia, qui facteur qui expliquait que sport moderne les vient un phénomène mondial. Le phénomène du sport moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui trouve son origine au début du XIXe siècle, principalement en Grande-Bretagne. Une de ses caractéristiques fondamentales, en comparaison avec les jeux traditionnels, réside dans sa dimension géographique. Alors que les jeux traditionnels se déroulaient de manière informelle, souvent au sein de structures sociales locales sans limite territoriale, clairement définies, et englobaient à la fois les joueurs et les spectateurs, le sport moderne se distingue par son organisation formelle. Il s'appuie sur des institutions aux échelons local, régional, national et international. Il dispose de terrains de jeu spécifiques et établit une stricte séparation entre les joueurs et les spectateurs. En d'autres termes, le sport moderne standardise, rationalise et institutionnalise la pratique sportive, notamment au niveau de l'élite. En quelques décennies, le sport moderne s'est répandu à travers le monde, donnant naissance à des stades, des clubs, des États et des institutions transnationales, grâce en partie aux émigrés européens, souvent considérés comme des passeurs qui ont propagé ces sports à travers la planète. Par exemple, on raconte que le football est arrivé en Russie, à Saint-Pétersbourg, par le biais d'un ballon de football tombé du bastagage d'un navire britannique. Cependant, la diffusion des sports modernes ne se déroule pas de manière linéaire, mais plutôt de manière variée et complexe. Des facteurs tels que la géographie, le climat, la culture et la politique accélèrent, ralentissent, voire entravent leur propagation. L'expansion du rugby dans le monde colonial britannique en est un exemple significatif. Alors qu'il a réussi à conquérir des régions comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, il a eu du mal à s'imposer en dehors de cette sphère d'influence. En revanche, la diffusion du football s'avère beaucoup plus globale. Les acteurs impliqués dans sa propagation sont plus diversifiés et sa simplicité ainsi que sa possibilité de jouer n'importe où, à tout moment
et avec peu de moyens, favorise sa mondialisation. Concrètement, les principaux foyers de diffusion du sport moderne se situent principalement en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Chacun de ces pôles présente des particularités telles qu'il est impossible de définir une seule logique de diffusion. Premièrement, les Britanniques sont les pionniers de la diffusion de leur sport à travers le monde, en particulier au sein de leur empire. Des sports tels que le football, le cricket et le polo sont d'abord pratiqués dans les écoles publiques, les public schools, au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Les prestigieuses institutions comme Oxford ou Cambridge deviennent des foyers majeurs pour le futur sport mondialisé. En outre, l'avènement du transport ferroviaire démocratise la compétition sportive entre les écoles, conduisant à une codification et une réglementation du sport à mesure que les associations sportives se multiplient. Cela marque la naissance du modèle des sociétés sportives britanniques qui se propage ensuite dans le monde à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L'exemple du Havre Athletic Club, le HAC, fondé en France en 1872 au Havre, est l'un des premiers exemples d'une longue série qui s'étend jusqu'en Nouvelle-Zélande. Le deuxième foyer de diffusion des sports modernes, l'Asie, est moins connu. Cependant, le Japon est à l'origine de la diffusion de nombreux arts martiaux, notamment le judo, codifié par Jigoro Kano en 1882. Le judo se propage massivement dans le monde grâce à un système qui va au-delà de la simple compétition, évoquant une sorte de prédication et une certaine vision du monde. Les disciples du judo, les missionnaires, voyagent de pays en pays pour diffuser la voie VOIE du judo. Bien que la méthode japonaise soit moins rapide que la méthode britannique, elle s'avère tout aussi efficace. Par exemple, en 1964, le judo est inscrit pour la première fois aux Jeux Olympiques. Cette popularité est suivie par d'autres arts martiaux venus d'Asie, tels que le karaté, le taekwondo ou le jiu-jitsu, devenus des disciplines mondialement reconnues. Aujourd'hui, le succès du MMA à travers le monde en est l'illustration la plus flagrante. Sport et puissance mondiale, eh bien, nous est ça l'enjeu qui fête Paris 2024 avec les États-Unis qui finit en tête dans le classement médaille 126 parmi eux 40 médailles d'or, yo dépassé la Chine qui lui-même prend 91 médailles parmi eux 40 en or tout. Japon vient avec 45 médailles parmi eux gain 20 en or. Et puis après ça, on joint la France qui finit jeu ça yo avec 64 médailles parmi eux gagné 16 qui en or. C'est une super puissance les États-Unis représentés dans affaires sport. États-Unis yo comprennent question sport là comment li important et comment li ka servi comme arme géopolitique et arme diplomatique même si quelquefois yo capable battre yo mais il faut que tout le monde reconnaisse que y a pas qu'à ignorer importance États-Unis dans affaires sport. C'est pays d'après spécialistes qui expriment plus bien puissance li à travers sport. Les États-Unis représentent l'excellence sportive. De la relance des Jeux modernes jusqu'à Tokyo 2020-2021, ils ont été 16 fois en tête des bilans olympiques des Jeux d'été. Ayant moins de succès aux Olympiades d'hiver, ils n'ont été en tête des bilans qu'à 2 reprises sur les 24 éditions qui se sont écoulées, de Chamonix 1924 jusqu'à Pékin 2022. C'était à l'occasion des Jeux de Lake Placid 1932 et de Vancouver 2010. Présents sur 40 des 41 éditions, ils ont pris part à toutes les Olympiades disputées, à l'exception des Jeux d'été de Moscou 1980, qu'ils ont, évidemment, boycottés sportivement et diplomatiquement, en raison de l'invasion soviétique en Afghanistan en 1979. Avec plus de 9 Olympiades organisées et plus de 39 candidatures infructueuses, les États-Unis s'imposent comme la véritable Binding Nation et s'appuient sur la force de leurs infrastructures. Avec le Michigan Stadium, les États-Unis possèdent le 3e plus grand stade du monde, devant le Narendra Modi Stadium d'Ahmedabad et le stade du 1er mai de Pyongyang. Ils peuvent aussi compter sur 8 des 10 plus grands stades du monde,
autant d'infrastructures sportives dont la capacité dépasse les 100 000 places. Si l'on ajoute près de 70 stades de plus de 60 000 personnes, ils ont la plus grande capacité d'accueil mondiale devant la Chine. Au regard de ces particularités, le modèle sportif américain est aussi une des explications de cette puissance. Original, il diverge des modèles européens. Il repose sur une professionnalisation précoce, incarnée par le développement des ligues majeures, donc NFL, NBA, MLS, NHL, MLB, et de leurs franchises. Il repose également sur un financement privé, des objectifs de résultats, notamment économiques, et un système universitaire unique, où le sport sert d'outil de promotion, de valorisation, de ferment, d'identification. La NCAA, National College Athletic Association, la plus grande organisation universitaire sportive mondiale, illustre cette singularité. Indicateur de la puissance, substitut de la guerre et instrument de la diplomatie, le sport est une composante, un reflet de la vie internationale et un moyen de la politique étrangère. C'était écrit par Milza en 1984. Les États-Unis ont compris cette phrase mieux que tous les autres. Gagner en sport, c'est vaincre et dominer autrement. C'est une manière de montrer sa puissance globale et de l'imposer dans les esprits sans combattre, au travers du classement des médailles, des trophées ou des figures sportives qui occupent l'imaginaire mondial comme Jesse Owens, Billie Jean King, Michael Phelps ou Simon Biles. Le sport est plus que du sport pour les États-Unis. Il est un moyen de s'imposer. Chaque victoire américaine, chaque organisation d'événements sportifs révèle ainsi la capacité de la puissance américaine à valoriser ses atouts et à faire valoir ses intérêts en mobilisant les différents facteurs traditionnels de sa puissance, qu'ils soient économiques, scientifiques ou diplomatiques. Les États-Unis sont ainsi les premiers contributeurs du mouvement olympique et savent ce qu'ils peuvent en retirer. Coca-Cola, partenaire du CIO depuis 1928, a vu Atlanta, où se trouve son siège, obtenir les Jeux du centenaire. Avec 5 top sponsors américains du CIO sur 14, et NBC Universal comme premier contributeur média doté d'un contrat de 7,65 milliards de dollars sur la période 2021-2032, les États-Unis sont entendus à l'échelle globale. La FIFA, sous la présidence de Sepp Blatter, l'avait oublié, en choisissant à leur détriment le Qatar pour organiser la Coupe du Monde 2022, elle a subi le courroux de l'administration Obama. Plus aucun membre du comité exécutif n'exerce aujourd'hui la fonction dans le football. Même s'il leur arrive d'être défiés, battus ou contestés, le sport mondial ne peut ignorer leur importance et leur influence. Ils incarnent au mieux le sport power, c'est-à-dire l'expression de la puissance dans et par le sport. L'usage du sport américain par le département d'État américain constitue un modèle de diplomatie publique. Entre diplomatie de l'entertainment, soft power et influence, les administrations américaines depuis 1945 ont eu recours plus que toutes les autres à l'ensemble des usages géopolitiques du sport. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Côté nous t'avons regardé sport avec géopolitique. Le moment côté Jeux olympiques yo fini. Pour numéro ça, nous t'ai consulté évidemment Iris International et pour n'aller plus loin puisque il y a un pile l'autre aspect que nous capables approfondir pour compte nous sous site Iris là, c'est iris-france.org. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer.
Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de chambre. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler.